sommes mardi 5 août 2014 et voici les titres de l'actualité. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu Abdoulaye Mar Dieye, le directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Le représentant du PNUD est venu remercier le chef de l'État pour avoir accepté que le rapport mondial sur le développement humain, édition 2014, soit lancé en Côte d'Ivoire. Ce mardi 5 août également, Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a procédé à la base annexe de la Marine nationale au plateau au baptême du patrouilleur L'Émergence. Et puis, le président du FPI, Afin Guessan, et ses alliés ont annoncé aujourd'hui leur participation à une CEI consensuelle dont le principe a été acquis au terme d'une rencontre avec Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Direction le palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara s'y est entretenu aujourd'hui avec Abdoulaye Mar Dieye, le directeur du Bureau Afrique du PNUD. Abdoulaye Mar Dieye a indiqué être venu au nom de l'administrateur du PNUD remercier le chef de l'État pour avoir accepté que le rapport mondial sur le développement humain, édition 2014, soit lancé en Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé au micro d'Awa Touré. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé mardi à Abidjan le rapport Région Afrique sur le développement humain 2014. Le directeur Afrique du PNUD, Abdoulaye Mar Dieye, est venu faire la restitution des travaux de ce lancement au président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de l'administrateur du PNUD, Madame Hélène Clark, remercier le chef de l'État pour avoir bien voulu accepter que l'édition 2014 du rapport mondial sur le développement humain se lance ici en Côte d'Ivoire. Et puis lui restituer un peu les travaux de ce lancement. Et dire que nous avons convenu avec le ministre d'État, ministre du Plan, d'aller plus loin dans ces réflexions et d'organiser un rapport national sur la question de vulnérabilité et de résilience. Nous avons aussi discuté d'une question fondamentale qui est centrale dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire, qui est la question de l'émergence, et nous inspirer un peu de l'expérience ivoirienne et aller au-delà. Organiser ici en début d'année prochaine une conférence internationale sur l'émergence sous le haut patronage et la direction du président de la République, avec la participation de l'administrateur du PNUD et bien d'autres invités de très haut niveau. J'ai salué le rôle primordial que la Côte d'Ivoire a joué à Mexico lorsqu'on a organisé la conférence sur le partenariat mondial. Et je suis heureux de voir que la Côte d'Ivoire va garder un peu le secrétariat technique et le PNUD serait intéressé à être associé dans l'appui à ce secrétariat technique. Le directeur Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement a par ailleurs fait avec le chef de l'État le point du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, un partenariat qui, selon lui, est appelé à s'intensifier. Voilà aujourd'hui 2 jours que le sommet États-Unis-Afrique a démarré, meublé essentiellement par des réunions thématiques. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a participé aux 4 tables rondes ce mardi sur les thèmes suivants: les possibilités d'élargissement du partenariat USA-Afrique pour une nouvelle ère de l'entrepreneuriat en Afrique, les marchés libres pour financer l'Afrique de demain, électrifier l'Afrique, les développements en matière d'infrastructures et la stratégie pour façonner l'avenir d'un continent en plein essor. La journée d'hier également était chargée pour Daniel Kablan-Duncan. Il a échangé avec de nombreuses personnalités, dont le président de la Banque mondiale et plusieurs hommes d'affaires. Viviane Haïma, notre envoyée spéciale, nous fait ici le compte-rendu. La journée de ce lundi pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à Washington pour représenter le président de la République Alassane Ouattara au premier sommet États-Unis-Afrique, a été émaillée de nombreux rendez-vous avec de hautes personnalités de l'administration politique américaine ainsi que de la finance internationale et du milieu des affaires. Sean Matthews, le président de Cantor Fitzgerald, la plus grosse banque d'investissement au monde, a rendu visite au chef du gouvernement ivoirien. La banque Cantor Fitzgerald veut investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de perspectives dans le pays qui connaît une croissance très forte et nous sommes vraiment très intéressés par ces perspectives là-bas.
Et donc, on vient de discuter avec eux et puis nous allons vu donc un calendrier de rencontres avec eux sur Abidjan, donc avant le mois d'octobre prochain. Entreprendre en Côte d'Ivoire intéresse également le grand groupe mondial Cerberus qui compte à son actif une 60aine d'entreprises avec un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Le président de ce grand groupe, John Snow, qui fut dans un passé encore récent le secrétaire au Trésor du président George Bush, a rendu lui aussi une visite au Premier ministre ivoirien. Well, the aim of the visit was to get acquainted. Nous avons rencontré le Premier ministre, c'était pour voir, saisir l'opportunité qui se présente en Côte d'Ivoire. Et nous remercions le Premier ministre qui nous a très bien reçus. Et les opportunités d'affaires sont immenses, que ce soit dans l'investissement sur les routes, les autoroutes et tout ce qu'il y a comme possibilité d'investissement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais nous espérons que pour la Côte d'Ivoire, les opportunités sont très grandes et nous serons heureux d'être en Côte d'Ivoire pour cela. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était attendu au cours de la matinée au département d'État américain pour un entretien avec la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman, une rencontre qui n'était pas ouverte à la presse. Le chef du gouvernement ivoirien était ensuite reçu au siège de la Banque mondiale par le président de cette institution, Jim Yong Kim. Avec le président de la Banque mondiale, le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget de l'État de Côte d'Ivoire, a eu près d'une heure d'entretien au cours duquel il a présenté le tableau de l'économie ivoirienne en pleine croissance. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a félicité le gouvernement ivoirien pour ses efforts et a promis un appui renouvelé de l'institution financière internationale. Nous avons déjà un partenariat très fort avec votre pays, notamment avec le président Ouattara et le Premier ministre Duncan, qui connaissent tous les deux très bien le fonctionnement du système financier international. Nous encourageons le Premier ministre à poursuivre le train des réformes, notamment l'environnement des affaires, et à utiliser les ressources de la Banque mondiale pour favoriser la croissance. Nous avons déjà apporté une assistance technique à la Côte d'Ivoire dans ce domaine, le domaine agricole. L'ambition d'exporter, par exemple, du riz en 2016, nous pensons que cela est très positif. Je me suis rendu moi-même à Abidjan et j'ai pu me rendre compte de certaines innovations introduites qui sont très positives. Nous pensons donc que cette approche qui vise à faire des projections dans le futur et pas seulement à tabler sur la production, mais sur la transformation sur place des produits, est une approche positive. Ce sommet États-Unis-Afrique prendra fin demain mercredi. Au nombre des participants, en plus de la délégation conduite par le chef du gouvernement, 3 autres Ivoiriens, des jeunes leaders invités eux aussi par le président américain. Ils ont été reçus hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On reste avec Viviane Haïm. Investir dans la prochaine génération, c'est le thème de ce premier sommet États-Unis-Afrique, voulu par le président Barack Obama, qui a déjà initié un programme dénommé Jeunes leaders africains destiné à aider les jeunes Africains à devenir des leaders dans leur domaine d'activité. 12 jeunes Ivoiriens ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme américain. 3 de ces jeunes, invités par le gouvernement américain au sommet États-Unis-Afrique à Washington, sont venus se présenter au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils se sont distingués, non seulement dans le cadre du programme YALI, mais disons que certains ont eu donc des prolongations de séjour ici. Et disons que la barrière de la langue n'a pas existé. Et je voudrais vraiment les féliciter donc des résultats donc obtenus. Nous souhaitons bien sûr qu'ils utilisent au mieux donc les connaissances apprises sur le terrain. Et je dois dire que nous souhaitons que ce programme-là puisse continuer donc sur place
C'est ce qu'on a proposé, nous, parce que malheureusement, il n'y en a que 12, même s'ils sont parmi les 12 meilleurs. Et je pense que c'est un programme qui a de l'avenir pour nos élites ivoiriennes. Et si cet élément est développé sur place, nous allons avoir donc des perspectives donc heureuses. Parce que la vraie richesse d'un pays, c'est justement le capital humain. Et quels sont les fondements de ce projet Jeunes Leaders Africains lancé par le président Barack Obama? Comment ces jeunes Ivoiriens ont-ils été sélectionnés? En quoi consiste exactement la formation qu'ils ont reçue dans le cadre de ce programme? Élément de réponse toujours avec Viviane Haïm. Ils sont 3 jeunes Ivoiriens. Ama, Fabienne et Jean-Patrick suivent tous les 3 une carrière professionnelle à Abidjan. Ils font partie des 500 jeunes Africains sélectionnés par l'État américain parmi 50 000 candidats émanant de toute l'Afrique pour faire partie du programme Jeunes Leaders Africains initié par le président Barack Obama. L'objectif de ce programme, aider ces jeunes à devenir des leaders dans leur domaine d'activité. Selon les autorités américaines, le gouvernement des États-Unis, en initiant un tel programme, qui va se poursuivre au cours des années, compte empêcher la jeunesse africaine de céder à l'attrait du terrorisme. Parmi les 500 sélectionnés de toute l'Afrique, 12 jeunes Ivoiriens figurent. Au nombre de ceux-ci, Ama, Fabienne et Jean-Patrick. Le programme Yali a été lancé il y a plusieurs mois. Le processus de sélection a commencé en décembre, s'est terminé en janvier 2014. Et il s'est déroulé en 3 étapes. Donc la première étape, c'était la soumission en ligne, suivie après d'un test d'anglais. Et après le test d'anglais, il y a eu la sélection finale grâce à l'entretien face à des personnes du département d'État des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, et aussi de certains grands patrons d'entreprises et de la société civile, et aussi de l'administration ivoirienne. Ce programme pour jeunes leaders africains avait pour objectif de porter nos savoir-faire et nos compétences à un niveau supérieur. Donc, nous avons appris, nous sommes allés au-delà des bases. Donc, nous avons fait des mises en situation et même pour certains, des entreprises ont été créées. Mais le plus important aussi, c'est que nous avons été en contact avec des jeunes Africains qui font la même chose que nous dans différents pays, au total 49 pays. Et ça a été une expérience assez enrichissante d'échanger et de découvrir ce qui se passe ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Invités par le gouvernement américain au sommet États-Unis-Afrique, ils sont conscients du privilège que leur confère le programme Jeunes Leaders Africains. J'ai découvert beaucoup d'atouts de leadership en moi. C'est-à-dire qu'il y a différents genres de leadership et j'ai découvert beaucoup de caractéristiques en moi qui me permettent de savoir que je peux m'engager encore plus pour l'amélioration de la condition économique et sociale de la jeunesse et même des citoyens ivoiriens. À la suite de ma formation de 6 semaines dans l'université de l'Arkansas, je retiens que les États-Unis ne sont pas premiers par hasard. Ils ne sont pas premiers par hasard parce qu'ils ont développé un certain degré de professionnalisme et c'est ce que je compte appliquer une fois de retour dans mon pays. Je travaille dans l'administration publique et je compte améliorer encore plus, faire mes preuves et disons, apporter de la satisfaction à mes différents employeurs. Il y a pas mal de choses qui se disent sur le programme. Il y en a qui disent qu'ils sont en train de former des agents américains pour combattre les États africains, mais non. Faut descendre sur terre. Certes, le gouvernement américain a son agenda, mais personne ne nous a obligés à faire quoi que ce soit. Et c'est à nous autres de rester leaders dans nos vies et dans ce que nous avons décidé pour l'Afrique. Voilà pour le chapitre sommet États-Unis-Afrique. Parlons économie à présent avec Bertin Guesson et Léon Brou. Ils nous disent qu'un rapport sur la compétitivité des entreprises a été remis aux acteurs. Reportage. Je n'ai aucun doute, au regard de vos qualités, que les résultats de vos travaux futurs seront à la hauteur des attentes pour contribuer à améliorer la compétitivité de notre économie et partant à assurer le développement.
L'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 dépend en grande partie de la performance des entreprises ivoiriennes. C'est tout l'enjeu de la réactivation du groupe de travail et du rapport sur la compétitivité qui ont fait l'objet de cette rencontre ce lundi à Abidjan. Donc le gouvernement veut donner un signal pour dire qu'il se préoccupe de la compétitivité et de la rentabilité de ces entreprises qui créent la richesse au quotidien. La suite, c'est que nous allons nous réunir immédiatement pour élaborer un plan d'action dont le premier élément, c'est l'examen de ce rapport compétitivité qui a été élaboré. Les petites et moyennes entreprises attendent beaucoup de ce séminaire. Pendant les événements douloureux qu'on vient de traverser, les PME ont souffert énormément. Quand je dis souffert, les chiffres d'affaires ont baissé, les revenus ont été divisés par 5. Il a fallu quand même payer les employés et la reprise a tardé à venir. La Côte d'Ivoire représente 40% de la masse monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Avec le redémarrage des activités du groupe, les entreprises ivoiriennes vont davantage accroître leur part de marché au niveau sous-régional et international. Nous gérons aussi un peu les questions de commerce avec les pays de la sous-région. C'est 25% de nos échanges. Donc l'un dans l'autre, c'est 75% du marché des entreprises ivoiriennes qui sont concernées. Créé le 25 juin 2008, le groupe de travail est une structure de réflexion et d'analyse sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Le navire patrouilleur L'Émergence a été baptisé ce mardi par la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie s'est déroulée à la base annexe de la Marine nationale en présence de nombreuses personnalités dont la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté et Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense. Jérôme Kofi Abolin. Émergence, je te baptise. C'est en ces mots que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a rendu officiel le nom du navire de guerre acquis par l'État ivoirien depuis le 23 juin 2014. Cela en sacrifiant au rituel consistant à faire éclater une bouteille de champagne sur le navire en sa qualité de marraine, conformément à la tradition au sein de la marine. Après le baptême, le temps de la visite du bateau. Un moment de plaisir pour la première dame avec à ses côtés plusieurs personnalités présentes, notamment le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Dominique Ouattara a parcouru tous les compartiments du patrouilleur L'Émergence et à son bord, elle a saisi l'occasion pour signer le livre d'or de la marine. Tout cela après que l'on a procédé à la décoration de l'équipage chargé du transit du patrouilleur L'Émergence de l'Orient en France à Abidjan. 14 médailles pour les 14 membres de cet équipage. Une médaille de chevalier de l'ordre national, une médaille de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et 12 médailles des armées. Pour le porte-parole des récipiendaires, cette distinction est digne de la confiance des autorités à leur égard pour leur avoir confié cette mission. Mériter cette confiance et être à la hauteur de cette tâche passionnante ont été pour nous une véritable obsession, avec la volonté de toujours mieux faire. La première dame de Côte d'Ivoire, tout en saluant le courage des membres de l'équipage, s'est dite heureuse que la Côte d'Ivoire ait acquis ce navire pour faire face aux nombreux défis. À l'instar de tous les Ivoiriens, je me réjouis de l'acquisition par notre pays du patrouilleur L'Émergence. Sa présence nous rassure, en ce sens qu'elle accroît les aptitudes de notre marine et la rend ainsi plus performante pour le maintien de la paix. Le patrouilleur L'Émergence est le premier navire du genre que l'État de Côte d'Ivoire entend s'offrir en vue de la lutte contre toute forme de terrorisme, notamment la piraterie maritime. Les deux autres bateaux attendus pourraient être à Abidjan avant fin 2014. Dans 2 jours, le 7 août prochain, cela fera exactement 54 ans que notre pays a acquis son indépendance. Avant la célébration de cet anniversaire, et ce, depuis le début de ce mois d'août, le service politique de la rédaction vous fait revivre les premières heures de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et l'un des temps forts qui ont marqué la proclamation de cette indépendance
a été la descente du drapeau français pour la montée du tricolore ivoirien. Et l'homme qui l'a fait n'est autre que Gaston Ouassénan Koné, sous-lieutenant à cette époque-là, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Il se souvient de ces moments d'émotion. Sylvie Touré l'a rencontré pour vous. 54 années se sont écoulées sans rien altérer des souvenirs de la célébration de ce 7 août 1960. La proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le député Gaston Ouassénan Koné s'en souvient, comme si c'était hier. J'étais en Algérie et c'est le colonel qui commandait le régiment où j'étais qui m'a appelé et c'était le 13 mai 1960 pour m'annoncer que le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny demandait que je rentre à l'instar d'un certain nombre d'officiers pour participer à l'organisation de la fête de l'indépendance. Le jeune officier rentre au pays 2 jours après. À son arrivée, il est informé de la tâche majeure à accomplir le jour J. Comme j'étais le plus jeune officier, j'avais 21 ans, j'étais le plus jeune officier et donc c'est moi qui ai eu la lourde responsabilité de descendre le drapeau français et de monter le drapeau ivoirien. La veille du grand jour, il conduit la retraite au flambeau. Une procession à pied, torches allumées qui sillonne ce 6 août les 3 grands quartiers d'Abidjan, Treichville, Plateau, Adjamé. La boucle est faite et il faut rejoindre le site de la célébration avant 23h30. Quand le Premier ministre Houphouët-Boigny est arrivé, nous avons donc fait sonner le garde à vous, bien sûr, les honneurs, et c'est la Marseillaise que nous avons jouée. Et c'était, disons, la dernière fois, en fait, qu'on jouait. Le président a passé les troupes en revue et il est parti. Le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny se retire dans une salle. À minuit précise, il proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est à cet instant que le sous-lieutenant Gaston Koné se rapproche du mât. Voilà le mât où était le drapeau français. Donc, j'ai eu la mission donc de le faire descendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait descendre le drapeau français et monter le drapeau ivoirien. Il y avait du monde, la plupart des jeunes étaient montés dans les arbres tout autour pour regarder la scène. Et quand donc nous avons joué pour la première fois l'abidjanaise, mais en musique seulement sans les paroles, eh bien ça a été un tonnerre d'applaudissements. Et les gens, on sentait qu'ils étaient heureux et criaient « Oufoué, oufoué, oufoué ». Et bon, ils voyaient qu'ils étaient devenus indépendants. L'une des pages de l'histoire du 7 août 1960 s'est ainsi écrite. Sur ce site qui abrite aujourd'hui l'Assemblée nationale, Gaston Ouassénan Koné, alors sous-lieutenant, y a commencé sa carrière militaire. Et c'est encore sur ce site de l'Assemblée nationale qu'il poursuit sa carrière politique comme député, étant parvenu au sommet de la hiérarchie militaire. L'ancien ministre de la Sécurité et général à la retraite, Gaston Ouassénan Koné, ainsi que tous les acteurs de ce 7 août 1960 auront depuis ce jour contribué à hisser haut bien plus que le drapeau de la Côte d'Ivoire. Reportage signé donc Sylvie Touré. Et demain encore, vous serez servi par une autre histoire tout aussi intéressante. C'est celle du MDL Moussa Diarra-Souba, tambour-major d'exception de la musique et de la gendarmerie de 1963 à 1993. Un élément à suivre donc sur les antennes de RTI. La 22e édition du Concerto Festival aura lieu demain 6 août dans la commune de Treichville. Les responsables du district ont effectué une visite du site qui va abriter l'événement, histoire de constater l'avancement des préparatifs. Grace Kondo était avec eux, son témoignage. La Côte d'Ivoire s'apprête à souffler la 54e bougie de sa souveraineté le 7 août prochain. Au menu, plusieurs activités, dont le traditionnel concerto.
Il aura lieu entre les boulevards du Canal et de Marseille dans la commune de Treichville. Un jour avant l'événement, le district autonome d'Abidjan rencontre hommes de médias, forces de l'ordre et responsables techniques. Objectif, s'enquérir des préparatifs. Nous sommes sur le site pour mettre en place les dispositifs techniques pour accueillir la 22e édition du Concerto Festival pour l'indépendance, qui va donc permettre aux Abidjanais de fêter dans l'allégresse et de créer donc un climat de fraternité et un programme de feu d'artifice qui va donc être lancé et tiré à partir de minuit. Toute l'opération va démarrer à 19h pour finir le 7 autour de 6h du matin. Pour la 22e édition du Concerto qui s'ouvre ce mardi à l'espace Canal au Bois à Treichville, animation au village de l'Indépendance, suivie de l'apothéose ce mercredi 6 août à travers un giga-concert auquel participent plusieurs artistes de renom, dont Mewé et Singular. Et à l'occasion de la célébration de cette 22e édition, le gouverneur du district d'Abidjan informe la population abidjanaise que le boulevard du Canal sera fermé à la circulation du lundi 4 août à minuit au jeudi 7 août à 12h. Le gouverneur du district s'excuse auprès des usagers pour les désagréments que pourrait causer cette fermeture. On ouvre à présent la page politique de ce journal. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien et ses alliés ont annoncé leur participation à une CEI consensuelle dont le principe a été acquis au terme d'une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Reportage signé Abou Sanogo. Une délégation des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, conduite par le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il s'est agi d'évoquer la question de la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante. Après les échanges avec le ministre d'État, l'opposition a marqué son engagement à rentrer dans la nouvelle commission électorale indépendante. Selon son porte-parole Pascal Affi-N'Guessan, le principe d'un bureau consensuel a été acquis. Le ministre d'État fera en sorte que le bureau de la CEI qui va être mis en place puisse être consensuel avec la participation des uns et des autres. Le consensus signifie que les deux protagonistes, notamment le pouvoir et l'opposition, soient représentés dans le bureau. Nous avons aussi souhaité que ce consensus aille jusqu'à la présidence de la CEI. Et donc, sur cette base, je crois que nous nous sommes accordés et il est question que dans les jours à venir, nous puissions engager ce processus de manière à ce qu'à terme, nous arrivons donc à un bureau consensuel au niveau de la CEI. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Cette discussion est empreinte de responsabilité et de convivialité. On sent une vraie volonté d'aider le pays à aller de l'avant. D'autres rencontres vont avoir lieu afin de décrisper l'atmosphère politique. Kobenon Kwasi Adjoumani est le porte-parole du PDCI RDA chargé de l'information et de la communication. Hier, il était face à la presse et entre autres sujets abordés, il s'est prononcé sur les récentes sorties dans la presse de certains membres du parti. Selon lui, le PDCI RDA est un parti organisé au sein duquel tout le monde n'est pas autorisé à s'exprimer, en tout cas pas au nom du parti. On l'écoute. Sur les sorties désordonnées de personnalités du parti, alors qu'au terme du séminaire du secrétariat exécutif tenu en janvier 2014 à Daoukro, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, avait clairement indiqué les responsables politiques dont les déclarations engageraient le parti, recommandations reprises lors de la réunion du bureau politique du 12 février 2014, certains cadres du parti continuent de ramer à contre-courant de la ligne politique actuelle du parti, qui est la mise en place des structures de base du PDCI-RDA. Nous rappelons que dans le fonctionnement actuel du PDCI-RDA, seules les déclarations du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, du secrétaire exécutif du PDCI-RDA
professeur Maurice Kakoudjikaoui et du porte-parole, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, que je suis, constitue la position officielle qui engage le PDCI-RDA. Cela a même été précisé aux membres du bureau politique, organe de décision du parti, par le président Henri Konan Bédié le 12 février 2014. Toutes ces déclarations et propos de quelques personnalités que ce soit ne sont que des opinions personnelles qui n'engagent nullement le PDCI-RDA. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région de Lifou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le vendredi 8 août 2014 à 16 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet www.rti.ci. Bonne soirée sur RTI 1.